Tout d'abord, je dois remercier les deux organisatrices également, cofondatrices de Noircier Wikipédia, qui étaient présentes hier. Donc, Gala Maï Miranda et Yvonne Gonzalez qui ont mené cet atelier. Il est important de dire que les critères pour figurer dans Wikipédia, qui est donc une encyclopédie, sont relativement rigides. Donc mon appel aujourd'hui va à l'ensemble des journalistes présents dans la salle, de dire l'importance de créer des contenus dans les médias à rayon national, respectivement international, avec des personnalités de votre choix, au minimum 2 publications avec une distance de 24 mois, donc les critères sont vraiment très stricts. Donc ça, c'est des conditions d'éligibilité pour figurer dans l'encyclopédie de Wikipédia. Donc on sait déjà qu'il y a très peu de femmes dans le journalisme, qu'il y a très peu de portraits de femmes dans les contenus journalistiques, et donc par conséquent, effet de boule à neige, eh bien, on a très peu de figures féminines également éligibles pour figurer dans l'encyclopédie. C'est très important parce que cette encyclopédie, qui est en open source, nourrit les réseaux d'intelligence artificielle. Donc on avait sélectionné un certain nombre de personnalités romandes. J'ai appris hier que seul le journal Le Temps, parmi le nombre des éditions romandes, a ce rayonnement considéré comme national. Donc si on prend ce journal et qu'on le feuillette et qu'on cherche, donc les interviews ne sont pas recevables, puisque c'est considéré comme un échange d'idées. Il faut vraiment que ce soit un portrait dédié par le ou la journaliste traitante du sujet pour que ce soit éligible, et au minimum donc 2 parutions avec au minimum 24 mois entre deux, et bien on se rend compte du chemin à parcourir. Donc raison pour laquelle je saisis cette opportunité, non pas pour présenter l'initiative de Noircier Wikipédia, que je vous invite à consulter sur leur site. Elles ont très fréquemment des éditatons organisés gratuits dans différentes villes romandes où vous pouvez vraiment contribuer, mais c'est également vraiment pour faire cet appel, ce besoin de visibilité très concret dans les médias, pour qu'on puisse ensuite aussi avoir des traces dans l'histoire, puisque une encyclopédie, elle a aussi ce pouvoir scientifique. Voilà, donc nous avons fait avec ce groupe de travail, à force de chercher des ressources vraiment disponibles, c'est vraiment ça la question. Finalement, on a travaillé sur 4 portraits qui ont été donc traduits de l'anglais, donc ils sont maintenant disponibles en français, 3 en français, 1 en allemand, et on a eu la participation d'une contributrice wikipédienne du Cameroun qui a édité à son tour 2 portraits qu'on joindra aussi sur la page de Noircier Wikipédia avec les résultats de cet éditaton organisé. Donc il y a aussi l'éditaton en Suisse allemande qui a été mentionné tout à l'heure par Equal Voice. Mais voilà, cette initiative particulière de Noircier Wikipédia mérite vraiment une ampleur encore plus forte. Voilà, donc c'était le retour, mais surtout pour boucler la boucle. Donc on n'arrive pas à contribuer si on n'a pas de visibilité, on n'a pas de visibilité si on n'a pas d'apparition publique, et si on n'a pas des femmes journalistes qui ensuite aussi repèrent l'importance de cette visibilité et traitent l'information. Voilà, donc bon courage à chacun et à chacune dans ce travail important. Et je passe la parole à Julie pour le wrap-up, et ensuite je reviens une 3e fois pour les remerciements. Je vais étendre celui-là, comme ça je ne vais pas vous envoyer de Larsen. J'ai pris mon ordinateur cette fois. Pour partager avec vous un petit peu, me prêter en tout cas cet exercice conclusif afin qu'on reparcourt ensemble la foule d'informations intéressantes, pertinentes et enrichissantes
qu'on a appris ensemble tout au long de ces 4e assises genre et numérique. Alors Maya, qui vient de quitter la scène, a ouvert cette 4e édition ce matin en posant le cadre. La présence de femmes journalistes dans le panorama, on parlait là du panorama médiatique français, est en deçà de 40%. Le partage de la parole est aussi en deçà de 40% pour les femmes, pour la présence des femmes dans les médias. Et pour être légitime à entrer dans Wikipédia, on vient de le redire d'ailleurs, tu avais ouvert avec ça Maya, il faut avoir au minimum 2 sources pour valider un profil. Tout à l'heure, Erika, tu disais le serpent qui se mord la queue, ça commence aussi ici. Et puis nous avons accueilli Zita Kung, qui est encore avec nous ici cet après-midi. Merci beaucoup d'être restée et qui a partagé avec nous une expérience fort instructive en 1991, première grève nationale des femmes qui était en préparation. Elle voyage dans toute la Suisse alémanique pour convaincre les femmes d'y participer. Elle est fière d'embarquer parmi ces femmes les journalistes, mais elle s'en sentira finalement coupable puisque sans journaliste femme dans les rédactions, pas une seule femme n'est apparue à l'image ce fameux 14 juin 1991. Le slogan Femmes bras croisés, le pays perd pied, et de toute évidence dans les médias aussi. Ça nous rappelle, Zita nous le dit, à quel point le choix de la personne qui rencontre, qui documente, qui analyse les événements est fondamental. Et puis en conclusion, elle nous a invités à contribuer tous et toutes à la formation de l'opinion publique. Sophie Delesser, elle contribue à cette formation d'opinion via sa mission pour la conférence romande des bureaux de l'égalité, égalité.ch. Cette même conférence qui a lancé en 2010 le prix Femmes et Médias qui récompense les femmes journalistes, qui récompensait en fait dans le but de conscientiser les journalistes à la faible présence des femmes dans les médias, à valoriser le travail des journalistes qui favorisent une présence égalitaire dans les médias et à inciter les journalistes sensibilisés à poursuivre leur travail, rendre visibles les discriminations à l'encontre des femmes et puis favoriser une émulation entre les journalistes femmes. Après avoir été décerné 4 fois ce prix, égalité.ch a pu constater un changement concret de traitement dans ces thématiques dans les rédactions et a pu aussi amener des discussions sur ces thèmes dans les rédactions et puis revisibiliser ou visibiliser ces sujets importants. Et le témoin a été passé aujourd'hui, Valérie l'a dit tout à l'heure, à Décadré, qui remet un prix du journalisme qui lutte contre la culture du viol. Une lutte qui tient aussi à cœur de la journaliste Rokhaya Diallo, notre premier keynote de la journée, très visible aujourd'hui dans le paysage médiatique français, mais francophone et puis aussi américain. Elle est très exposée aux commentaires haineux, racistes, agressifs, sexistes, menaçants et très choquants. Elle nous a proposé un extrait de son documentaire qui se demande comment faire pour stopper cette surenchère de la haine. En plus de 15 ans de carrière, elle a constaté à quel point les personnes qui prennent la parole sur les violences de genre, le sexisme, le racisme sont harcelées dans le monde numérique. On doit vraiment aujourd'hui se demander, dit-elle, qui est vu, qui est entendu, dans quels termes et qui reste invisibilisé dans les contenus en ligne aujourd'hui. Elle nous a apporté des chiffres, Rokhaya Diallo. Le harcèlement est l'expérience la plus partagée par les femmes et les personnes qui appartiennent à des groupes marginalisés sur les réseaux sociaux. 60% du harcèlement réalisé sur les réseaux sociaux concerne des personnes qui portent la défense des droits des femmes et des droits humains, et les femmes noires sont 84% plus susceptibles d'être les cibles de tweets injurieux. Elle a révélé que le cyberharcèlement est aussi réalisé par des groupes médiatiques ou des puissances politiques, notamment contre les femmes journalistes pour les faire taire. Le recours à la technologie, dit-elle, amplifie la violence et les dommages causés et peut gravement nuire aux femmes et à leur réputation. Il est fondamental, nous dit-elle, de reprendre la main sur nos histoires dans ces espaces numériques, raconter nos propres histoires, imposer nos récits via les podcasts, via les réseaux sociaux, notre outil et notre combat en même temps, et puis les formats courts. On doit marteler que la violence n'est pas seulement virtuelle, on doit poursuivre, elle n'est pas seulement virtuelle parce qu'elle poursuit les victimes aussi hors ligne, même quand on éteint les écrans. Il faut protéger les femmes dans les médias et utiliser le droit international pour les défendre. Comment défendre les femmes dans les médias et Close the Gender Gap. Elsa Reichling y réfléchit tous les jours. En 2019, le groupe Ringier estime qu'il est de sa responsabilité de changer les choses
en matière d'égalité des genres dans le traitement de l'info et lance cette initiative Equal Voice, un outil qui comprend 3 volets. Le Equal Voice Factor, un algo qui mesure la présence des femmes et des hommes dans un média, et puis les Equal Voice Frames and Facts, qui mesurent comment on parle des femmes dans un média et qui permet de faire des feedbacks sur le contenu éditorial produit par un ou une journaliste. Et puis on nous a parlé aussi de cet assistant IA, Equal Voice, qui a été implémenté dans le logiciel de rédaction des journalistes afin de leur proposer des améliorations de leur contenu en matière de biais de genre. Elle a pris l'exemple très parlant de la phrase « une très jolie femme » qui avait été utilisée 12 fois pour décrire une invitée dans un article en 2010 dans Bilance et plus qu'une fois en 2021. Grâce au biais de l'IA, on a appris dans cette présentation que Schwarzenegger ne sera jamais une victime, mais aussi qu'un éditathon dont a parlé Maya aura lieu cette année le 25 novembre, si vous n'aviez pas noté la date. On retiendra que lorsqu'on réussit à susciter une prise de conscience, les choses peuvent vraiment changer. Et changer les choses, c'est vraiment l'objectif des 3 participantes à notre table ronde, un pour tous, toutes pour la une. Lucie Escazin nous a fait prendre conscience que notre cerveau déteste l'ambiguïté et qu'avec le masculin pluriel, on s'imagine donc toujours plus d'hommes que de femmes, et que donc, quand on vient visibiliser les femmes avec des termes inclusifs, on augmente l'intérêt, la légitimité et on obtient des aspirations plus ouvertes. Léon Salin, qui grâce aux réseaux sociaux a découvert l'existence des personnes trans et a pu s'en faire une représentation, martèle que l'acceptation passe par l'éducation. C'est ce qui s'applique à faire en créant du contenu, en proposant des formations en diversité et inclusion, et via aussi son dernier livre, premier d'ailleurs. Il applique le fait que dès que des personnes connaissent une personne trans, il y a plus de compréhension, et puis il y a une création d'empathie. Et c'est cette brèche d'empathie dans laquelle il faut s'engouffrer pour lui, pour créer un lien avec les journalistes ou avec le grand public. Pour lui, les médias mettent en avant les côtés négatifs de l'identité transgenre, notamment la détransition. Et puis les réseaux sociaux lui permettent de parler en je, et puis pas comme les médias en elle, eux. Et c'est là que ça devient un élément politique. Je ne suis plus une personne, je suis un débat, a-t-il affirmé. Et puis Mélissa Henry a ajouté que ce qu'on peut faire en tant que journaliste, c'est aller vers des experts qui n'osent parfois pas prendre la parole, faire attention aux biais de genre dans le traitement médiatique, dans le traitement des violences sexuelles et sexistes, et puis de veiller à utiliser les bons termes et ne pas faire de sensationnalisme. Les citoyens-citoyennes, selon elle, peuvent agir à ce niveau-là avec des outils démocratiques, et quand on s'intéresse à ces inégalités et ces biais, elle nous dit qu'on les voit partout, comme si on enlevait des œillères. Elle ajoute que tenter le plus possible d'inclure les femmes et les hommes dans un même mot avec le langage épicène demande une gymnastique mentale, certes, mais c'est une question d'habitude et ça permet aux gens de créer d'autres représentations mentales. Et pour terminer, Léon nous a encouragés à avoir du courage, justement. Vous avez peur de ce que vous allez apprendre sur vous-même en vous intéressant à ces sujets-là, mais allez-y. Et Lucie d'ajouter apprendre à se découvrir et sortir de la place qu'on nous a attribuée. C'est vrai, ça demande du courage, mais c'est un chouette chemin. Et puis on s'est penché sur la sécurité en ligne lors de notre seconde table ronde. Morgane Bonvala nous a parlé d'Internet, qui est un multiplicateur des violences comme on n'en avait jamais vu avant, qui implique une silenciation et des effets sur la démocratie, aussi dans l'univers privé. Elle nous a parlé du contrôle que ça permet d'avoir dans un couple, par exemple, et de l'impact énorme sur la santé mentale, la carrière, et il faut souligner, dit-elle, l'impact sur la démocratie à nouveau. On a beaucoup de voix silenciées parce qu'elles sont menacées et ne souhaitent plus s'exposer. Et elle conseillère aux... Ah oui, elle nous a parlé des conseillères aux États qui refusent de parler de certains sujets car elles craignent les violences qui pourraient arriver en ligne derrière. Natacha Khan nous a proposé un exemple fort, une photo de son épouse sénégalaise aux cheveux naturels qu'elle a soumis à une IA pour l'améliorer pour un CV. Résultat, vous l'avez entendu, une femme blanche et les cheveux lissés, ce qui a engendré chez elle une grande inquiétude de qui se trouve derrière ces IA, mais aussi de tout ce qu'elles invisibilisent, de tout et de qui elles invisibilisent. Et Joël de Sépipus nous a rappelé que le code pénal et le code civil sont les premiers instruments pour se défendre
des insultes, protéger la personnalité, demander des retraits de textes qui ont été publiés sur les réseaux, même si aujourd'hui ces outils, on le sait, ne sont pas suffisants face à la déferlante de violence. J'y vais avec la suite. Une stat forte que Morgane Bonvala a partagée avec nous, 1% des utilisatrices des réseaux créent 50 à 70% des contenus haineux, et elle nous a indiqué comment répondre efficacement à ces discours de haine, répondre avec empathie pour la communauté discriminée, et là on arrive à induire une modification du comportement du hater, on l'a vu. Elle a aussi... Qu'est-ce qu'elle a aussi dit? Ah oui, elle a vu qu'on n'était pas des haters, c'était plutôt sympa, je trouve. Et puis elle nous a recommandé évidemment de signaler les contenus haineux qu'on constate sur les réseaux. Et puis toujours la réponse avec l'empathie. Et puis on est passé à ce good practice à propos de Minecraft pour James Delaney, le format le plus collectif qui permet d'engager, de créer un espace de discussion et de l'engagement, c'est le jeu vidéo avec Block by Block. Il utilise Minecraft comme outil parce que c'est un jeu très égalitaire en matière d'utilisation et qui a beaucoup de succès, qui est facile d'utilisation et donc très démocratique. L'idée, c'est de créer avec les citoyens et citoyennes un espace dans Minecraft où ils et elles peuvent imaginer l'espace public qui les entoure, et les projets sont ensuite financés pour construire une partie de ces projets dans le vrai monde. À Hanoï, il nous a parlé de cet exemple où ils ont travaillé avec un groupe d'adolescentes pour rendre safe le chemin de l'école où elles ne se sentaient pas en sécurité. Bypasser la censure de la presse pour que les jeunes puissent avoir accès, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, pour que tout le monde puisse avoir accès à des articles bannis, c'est le projet de Uncensored Library, une bibliothèque créée dans Minecraft qui nous a présenté et qui est accessible partout dans le monde. Et puis cette SAD News, une aile dédiée aux livres censurés aux États-Unis, sera bientôt ouverte dans cette biblio virtuelle. Un très très bel exemple, cette bibliothèque, de comment détourner un jeu pour enfants pour garantir la liberté de la presse et de l'information dans les pays où la démocratie ne peut plus la garantir. Et c'est aussi de liberté d'expression qu'on a beaucoup parlé avec Erika Schleppi, qui nous a plongé dans l'univers des droits humains, qui, elle nous le rappelle, doivent être garantis par les États en adaptant les lois, en créant des policies pour lutter contre la discrimination sur la base du genre, par exemple. Elle nous a rappelé qu'il y a une variété d'outils, comme le comité de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination dont elle est membre, qui supervise les États pour vérifier que ces lois, traités et policies sont appliqués. On a navigué avec Erika à travers les droits internationaux et obligations qui protègent les journalistes, médias et activistes, tels que le droit à la liberté d'expression, le droit à l'information, à la participation, le droit d'être protégé contre la violence et la détention arbitraire. Le comité, nous dit-elle, ne peut pas agir pour les États, mais peut apporter cette fameuse awareness dont on avait parlé lors de la présentation Equal Voice. Et il peut investiguer sur des violations du système, il fait des rapports et des recommandations générales. Elle a évoqué l'article 5 de la CEDEF qui dit que l'État a l'obligation de faire en sorte de réduire les stéréotypes de genre, notamment dans les médias, et plus généralement, il doit adresser les violences faites aux femmes, notamment les violences digitales. Elle a conclu avec cette phrase « So let's use international framework providing legitimacy, common ground and ideas ». Créer des ponts entre la recherche et le terrain, ainsi que les différents acteuristes du terrain, c'est la mission de décadrer. Le public cible, vous l'avez entendu, les professionnels des médias, que l'Institut va sensibiliser, former aux questions d'égalité dans les médias. Valérie et Erika nous ont présenté 2 projets de décadrés qui s'organisent pour soutenir les personnes visibilisées et médiatisées. Le premier répond à comment s'organiser pour lutter contre la haine en ligne, très banalisée en Suisse, et la silenciation des femmes. Première solution, activer un réseau solidaire.
Deuxième projet, pour le second projet, j'y vais court parce que vous venez de l'entendre cette présentation en réalité. Pour le second projet, Valérie nous a appris en préambule qu'en Suisse, un article par jour véhicule des mythes sexistes et très peu d'articles mentionnent des ressources d'aide. Décadrés mènent une veille médiatique et ont développé une méthode en 12 critères qui permettent d'évaluer un article. Par exemple, est-ce qu'il mentionne qu'il s'agit de violence? Si oui, comment elles sont décrites? Et puis ces critères de sensibilisation permettent aussi de donner des stats, vérifier aussi si l'article donne des stats, des ressources d'aide ou cite par exemple une association ressources. Elle récolte aussi des infos sur les médias, mention de féminicide ou pas à l'origine de la personne concernée. C'est un travail très chronophage, nous a-t-elle dit, et avec la HESSO Valais qui était par là-bas en haut, tu nous as dit, ils sont plus là, ils sont partis. Ils en avaient marre de ce wrap-up à rallonge. Travailler sur une automatisation donc avec la HESSO Valais pour gérer cette veille en fait. Ils ont créé un logiciel qui est capable de faire cette évaluation. Et puis ce logiciel qui travaille avec ChatGPT et qui donc amène de nouveau ce problème des biais, va être amélioré au fur et à mesure. Notamment, il y a une difficulté avec certains critères. Par exemple, l'IA n'est pas aujourd'hui capable de dire si un titre est sensationnaliste. Mais ce logiciel permet déjà de récolter plus de données et de mieux documenter, donc on se réjouit de cette évolution. Et puis vous avez entendu l'appel de Maya aux journalistes de créer au moins 2 portraits dédiés sur des figures féminines à distance de 24 mois pour pouvoir entrer dans Wikipédia, car aujourd'hui très peu de figures éligibles y figurent, alors que cette plateforme nourrit l'IA. Voilà, ça y est, un grand merci à toutes. Un grand merci à toutes nos invités et invités du jour de nous avoir fait l'honneur de leur présence. Et puis surtout, tout au long de la journée, on a eu droit à des super questions, à des échanges passionnés et passionnants et à une super ambiance grâce à vous, cher public. Merci beaucoup, vous pouvez vous applaudir. Et avant de céder la parole à Maya, je tenais à la remercier, ainsi que toute l'équipe d'organisation de cette journée, Clémence Danesi, de m'avoir invitée à la modérer. C'était un grand plaisir. Et puis, comme vous avez trop envie déjà de revenir aux prochaines assises genre et numérique, j'en suis sûre, eh bien, on vous propose de partager avec nous des idées de thématiques pour l'an prochain. Vous avez ici un QR code que vous pouvez scanner pour proposer vos idées. Merci beaucoup, merci Maya. Je te cède la parole. Merci. Évidemment que ces assises, on les organise déjà maintenant depuis, c'est la 4e édition, c'est la 4e année qu'on travaille à croiser le genre et le numérique, et spécifiquement cette édition en lien avec les médias n'a pas été organisée seule, elle a été organisée en partenariat avec Décadrés. Donc merci à toi, Erika, d'avoir été parmi nous, au cœur de la définition et des thématiques et de l'organisation de la journée. Ensuite, il y a une équipe, un sounding board, donc vraiment l'équipe un petit peu du départ, c'est les délégués à l'égalité de la HESSO, de l'UNIL et de l'EPFL, donc Sabine, Hélène et Karine qui ont vraiment aussi contribué à voir si la proposition convenait d'un point de vue académique également. Héloïse et Natacha qui sont dans l'équipe vraiment opérationnelle, et Natacha qui a aussi donné du sien pour maintenant faire la modération. Héloïse qui soutient les réseaux sociaux et la communication et les événements intermédiaires également. Voilà, nos remerciements envers elle. Maria qui a été présente aujourd'hui et qui a aussi coordonné l'accueil, votre bienvenue à la gestion de la journée. Clémence. Qui était vraiment la chief officer du back office en charge du tout dans la parfaite perfection, coordination, non seulement avec les intervenants, mais également avec chacun et chacune d'entre vous en qualité de participantes et participants. Je vais maintenant vite passer
aussi dans le back-office, mais très concret là derrière, dans un de ces aquariums, nous avons eu 2 traductrices qui ont géré toute la journée ce produit. Elles ont d'ailleurs été vraiment félicitées par James, qui est un natif anglophone, et donc la traduction était absolument parfaite. Donc Isabelle Melli et Céline Gay, merci beaucoup pour la traduction aujourd'hui. Et enfin, nos remerciements vont à Julie pour l'animation, le wrap-up et tout le reste. On va faire un applaudissement vraiment collectif, comme ça c'était aussi pour raccourcir. Et après, on passe et pour remercier Eva, qui aussi dans la discrétion capte le tout et met à disposition, donc on mettra à disposition les capsules vidéo